Les États-Unis sont peut-être le 3e pays le plus peuplé du monde, mais leurs 340 millions d'habitants sont exigeants. Les 2/3 restent à l'est du Mississippi. Près d'un tiers s'entassent dans les comtés côtiers, et presque la moitié de la vie rurale se trouve dans le sud. Les Grandes Plaines, presque une ville fantôme. Quel est donc le problème ? Aujourd'hui dans MAPAC, découvrons pourquoi personne n'habite au centre des États-Unis. Si ces masterclass vous plaisent, pensez à vous abonner. Sinon je devrais aborder des inconnus pour parler géographie. Pour expliquer tous ces déserts de population au centre de l'Amérique, il faut commencer par les bases. Une carte indiquant où se trouve réellement l'eau, ou dans la majeure partie des Grandes Plaines, où elle n'est pas. Des régions du Wyoming et des plaines de l'Ouest reçoivent moins de 10 pouces de pluie par an. Plus sec que le pain de viande de votre belle-mère. La situation s'améliore à mesure que vous allez vers l'Est, mais seule l'extrémité la plus éloignée des plaines reçoit plus de 30 pouces. Pendant ce temps, à l'est du Mississippi et dans le nord-ouest du Pacifique, l'eau est partout. Bien sûr, des rivières serpentant vers les États des Grandes Plaines, depuis les Rocheuses, le Missouri, l'Arkansas, la Canadienne, la Rouge, la Picos et la Brazos. Mais elles ressemblent plus à des employés à temps partiel qu'à des lignes de vie fiables. Elles dépendent de la neige accumulée, qui varie chaque année. Les Grandes Plaines. Imaginez un grand déshydrateur à ciel ouvert. Dans le nord, la Terre perd près de 74 cm d'eau par an. Plus au sud, c'est encore pire, 56 pouces, soit 142 cm. Disparaissent. C'est comme faire couler une douche sans arrêt pendant des semaines, juste pour la voir disparaître. Si tu veux des lacs, oublie. À part quelques ruisseaux, ou étangs, il n'y a pas grand-chose, et cela pourrait disparaître complètement en période de sécheresse. Les Amérindiens suivaient ces sources d'eau réduites et campaient où c'était possible. Les colons ont tenté de tromper la nature avec barrages et irrigation, mais même la meilleure ingénierie reste une ruse pour un accord jamais signé par Mère Nature. Impossible d'y échapper. Le centre des États-Unis n'est pas adapté aux grandes populations, non seulement à cause du manque d'eau de surface. La nature a dissimulé une seconde grande réserve d'eau invisible depuis l'espace, mais avant d'en parler, regardons une carte récente des migrations. Devinez dans quels états les gens se précipitent ? Non, ce n'est pas le Texas. Le Montana et l'Idaho figurent en histoire parmi les États à la croissance la plus rapide. En avril 2024, leur population augmentait fortement. Plus 3,6% dans le Montana et plus 5,4% dans l'Idaho. La raison la plus évidente, c'est le logement moins cher, du moins jusqu'à ce que tout le monde ait la même idée. Le prix médian d'une maison est de 378 000 $ au Montana et de 485 000 $ en Idaho. Bien sûr, c'est encore une bonne affaire comparée aux 833 000 $ en Californie, mais c'est en réalité plus cher qu'au Texas, où le prix est de 338 000 $, et qu'en Floride, à 412 000 $. Les États situés en plein centre du pays offrent bien plus de répit à ceux qui cherchent à échapper au prix exorbitant de l'immobilier. Ces maisons comptent parmi les moins chères du pays. Le Dakota du Sud est le plus cher à 320 000 $, les autres coûtent moins de 300 000 $ Grant. Le prix médian d'une maison en Oklahoma n'est que de 244 000 $, ce qui en fait le 3e État le moins cher du pays. Mais des maisons bon marché ne signifient pas toujours une population en plein essor. En 2024, l'Oklahoma ne connaissait qu'une croissance de 0,7%, le Dakota du Sud de 2,6%, et le Dakota du Nord n'a ajouté que 7 500 personnes. On ne peut pas vraiment parler de ruée. Le Kansas a atteint 19 000, le Nebraska, environ 17 600, soit une hausse modeste de 0,8%. Abordable ? Oui. Populaire ? Pas vraiment. Les maisons moins chères sont légion là-bas. Mais sans grande ville, sans emplois stables et sans vrais services, la plupart des gens ne restent pas. Bien sûr, l'État semble prometteur pour l'instant. Mais peut-il vraiment relancer la croissance démographique au centre vide de l'Amérique, ou n'est-ce qu'une exception dans une prairie autrement tranquille ? L'État du Mont Rushmore s'en sort mieux que ses voisins, mais pas pour la raison que vous pourriez imaginer. Le gaz de schiste concerne surtout le Dakota du Nord, pas les États du Nord. Au lieu de cela, le Dakota du Sud profite de la région métropolitaine de Sioux Falls, qui compte un tiers de la population de l'État, soit environ 308 000 habitants. Les agents immobiliers disent que les nouveaux arrivants ne cherchent pas seulement des maisons moins chères, ils veulent aussi de bonnes écoles, des routes décentes, et une ville située exactement à l'intersection des autoroutes 29 et 90.
Sioux Falls est devenue la ville à la croissance la plus rapide du Midwest. L'Institut Dakota indique que la pandémie, les réaffectations militaires et l'instabilité énergétique des États voisins ont favorisé cette croissance. Jusqu'ici, tout va bien. Contrairement au Dakota du Nord, qui a misé sur le boom du gaz de schiste, le Dakota du Sud n'a pas besoin d'une seule industrie pour attirer des gens. Mais ne vous méprenez pas. Même Sioux Falls ne deviendra pas une grande ville américaine avant longtemps. Si les tendances actuelles se maintiennent, la région métropolitaine n'atteindra qu'environ 438 000 habitants d'ici 2060. C'est moins que ce que Staten Island compte aujourd'hui. Et c'est un grand si. Beaucoup de choses vont à l'encontre de cette possibilité. Il y a beaucoup d'obstacles sur le chemin. Pour commencer, la météo ici n'est pas vraiment un argument de vente. Les températures maximales et minimales de la région sont à peu près ce qu'on attend d'un climat tempéré. Été chaud, hiver froid, et ça recommence. Le Dakota du Sud connaît en fait plus de températures glaciales en hiver que New York, même si ses étés sont à peu près similaires. Et dans les plaines, ce schéma change peu. La météo ici n'est ni assez unique pour attirer, ni assez agréable pour retenir les gens. Mais le thermomètre ne raconte pas toute l'histoire. L'endroit où les chiffres sont relevés compte tout autant, et le terrain sous ces stations météorologiques n'est pas le même partout. Le temps extrême est relativement rare à New York. Située sur la côte est, la ville subit parfois des cyclones tropicaux, comme ceux touchés par l'ouragan Sandy en 2012. Mais les ouragans sont rares, et les tornades le sont encore plus. L'État de New York subit en moyenne 10 tornades par an, mais depuis 1900 seules 2 ont été de catégorie Enhanced Fujita, 3. Aucune n'a jamais été classée Enhanced Fujita 5, donc les structures solides restent sûres. Une tornade meurtrière à New York City est presque impossible, sauf si l'on considère les embouteillages comme un acte de Dieu. Mais ce n'est pas le cas dans les Dakota, le Nebraska, le Kansas et l'Oklahoma. Regardez une carte de l'activité des tornades, et cette région se démarquera. Bienvenue dans la Tornado Alley américaine, où les tornades aiment traîner et influencer la météo. Le Dakota du Nord a eu 18 tornades en 2024. Le Dakota du Sud en a eu 11. Ce n'est pas génial, mais pas catastrophique. Et les choses ne vont qu'empirer à partir d'ici. Cette année-là seulement, le Nebraska a eu 131 tornades, le Kansas 89 et l'Oklahoma 91. La Tornado Alley n'est pas qu'un surnom, c'est un avertissement. Pour Oklahoma City, c'est un chiffre effrayant. Avec près de 713 000 habitants dans la ville même et plus d'1 500 000 dans la métropole, c'est la plus grande cible dans le stand de tir de la Tornado Alley. Depuis les premiers relevés, plus de 160 tornades ont touché Oklahoma City. Vivre ici, c'est savoir que la tempête viendra tôt ou tard. Le risque de tornade à Oklahoma City augmente les primes d'assurance et complique la gestion des urgences. Le danger est si constant que les urbanistes n'ont même pas construit d'abri officiel. Les tornades ne sont pas comme les ouragans. En fait, cela peut sembler étrange, mais certains urbanistes de l'Oklahoma envient probablement la Floride. Ce qui n'est pas rien, puisque c'est peut-être la seule fois où quelqu'un a jamais été jaloux de l'état ensoleillé. Les ouragans peuvent être suivis plusieurs jours ou semaines. Les satellites donnent aux autorités le temps de planifier, de se préparer et d'émettre des ordres d'évacuation bien avant l'impact. Les ouragans frappent poliment, mais les tornades défoncent la porte. Les météorologues prédisent les tornades en surveillant les conditions météorologiques susceptibles d'en provoquer. Cependant, cela dépend de forces qui nous dépassent. Alors, les habitants d'Oklahoma City ont trouvé une solution. La plupart construisent des abris chez eux, leur permettant de se protéger sans encombrer les routes. Cela garde les routes libres pour les secours, c'est la réalité de la Tornado Alley. Ici, c'est toujours la géographie qui a le dernier mot. C'est là que la géographie du centre des États-Unis lui nuit vraiment. Le terrain est essentiellement conçu pour les tornades. C'est en plein centre, entre l'air froid qui descend du Canada et l'air chaud et humide qui remonte du Golfe. En gros, les grandes plaines sont coincées entre une chambre froide et une fournaise réglée au maximum. Et puis il y a les montagnes rocheuses, juste à l'ouest, où l'air est plus sec et plus frais. Donc les courants d'air chaud et froid finissent par converger dans les grandes plaines. Que se passe-t-il ? L'air chaud et humide des tropiques monte vite, tandis que l'air froid et sec du Canada et des Rocheuses descend soudainement. Cet affrontement crée le chaos, engendrant des tempêtes violentes appelées supercellules. Le printemps est idéal, quand l'hiver laisse place à la chaleur de l'été. C'est pourquoi l'activité culmine en mai et juin, pendant la saison des tornades.
Mais les courants d'air ne sont qu'un des éléments du phénomène. Le centre des États-Unis est vaste et plat. C'est un terrain parfait pour les tornades, qui aiment les sols secs et plats. Les grandes plaines portent bien leur nom. Il n'y a pas de montagnes, pas de grands lacs, rien pour bloquer les vents. Juste un espace infini où l'air instable peut se transformer en problème. Une tempête parfaite, littéralement. Mais voici ce qu'il faut savoir sur la Tornado Alley. Ce n'est pas un endroit statique. Le centre de l'allée s'est déplacé vers l'est au cours des dernières décennies. En 2024, le Texas a recensé 169 tornades, tandis que l'Iowa et le Nebraska en ont compté chacun, 131. Mais le Kansas n'est plus le roi des tornades. L'Illinois en a eu 126, le Missouri 105, la Floride 103 et la Louisiane 92. Ces États ont des populations plus importantes car ils offrent plus que des champs vides. Les gens prendront le risque des tempêtes s'il y a quelque chose qui vaut la peine de rester. Dans les grandes plaines, en dehors de l'agriculture, il n'y a pas grand-chose d'autre. Aucun n'a autant idéalisé les grandes plaines que le jeune Theodore Roosevelt, qui tenta l'élevage de bétail à Medora, Dakota du Nord. Pour lui, ces paysages étaient un lieu d'évasion. Sa mère et sa première épouse sont mortes le même jour, à la Saint-Valentin 1884. Alors il est venu ici pour se changer les idées. Mais même Roosevelt est parti! Son entreprise de bétail n'a pas vraiment réussi. Et encore une fois, le coupable était la même vieille histoire. Climat brutal. L'hiver 1886-87 a touché les plaines comme la Sibérie. Les températures ont chuté à 41 degrés, non 40 degrés. Le bétail s'effondrait sur place, les autres devenaient désespérés. Certains rongèrent le papier goudronné des maisons, d'autres grimpaient sur les congères pour grignoter les branches. Malheureusement, peu ont survécu. Roosevelt a perdu l'équivalent de 2 300 000 $ d'aujourd'hui et est retourné à New York, décidant que gérer le Congrès serait peut-être plus facile que de gérer du bétail. L'histoire de Roosevelt incarne la vie dans les plaines, encore aujourd'hui. Les hivers n'ont pas été aussi rudes ces dernières années, mais une nouvelle menace se profile à l'horizon. En fait, un peu de neige en plus serait même la bienvenue. La surface sèche des grandes plaines favorise les tornades, mais le vrai secret est souterrain. C'est pourquoi cette région est le grenier agricole des États-Unis et d'une grande partie du monde. Sous la terre se trouve la nappe phréatique d'Ogallala, visible sur cette carte. Ces eaux se trouvent dans les États du Wyoming, du Dakota du Sud, du Nebraska, du Kansas, du Colorado, du Nouveau-Mexique, de l'Oklahoma et du nord du Texas. Considérez-la comme la tirelire d'eau souterraine locale. Sauf que tout le monde continue de retirer des poignées d'argent, et personne n'en remet, et c'est un problème. L'eau de surface ici ne suffirait pas pour une grande agriculture, mais puisée dans la nappe phréatique, et soudainement, le cœur agricole s'anime. Et une fois que cela commence, ça ne s'arrête jamais. Le blé domine, les grandes plaines des États-Unis et du Canada, assurant près de la moitié des exportations mondiales. Les États des plaines produisent environ 60% du blé, 87% du sorgho et 36% du coton récolté aux États-Unis. Ajoutez l'orge, la luzerne, le maïs, le foin et le soja, et vous commencez à comprendre pourquoi l'activité principale de la région est l'agriculture. Parce que qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Si vous mangez de la viande, les plaines sont probablement aussi dans votre assiette. La moitié du bétail américain vit ici, faisant de cet endroit le plus grand buffet à volonté du pays. Mais il y a bien plus que ça. Il y a aussi des vaches laitières, des porcs et des moutons dans ces États. Et tous ces produits représentent beaucoup d'argent. On pourrait dire que c'est une vache à lait. La valeur agricole totale provenant à la fois du bétail et des cultures dans les grandes plaines s'élevait à 101 milliards en 2017. Avec l'inflation, c'est encore plus aujourd'hui. L'agriculture est tellement importante que dans les États des grandes plaines, entre 80 et 90% de la superficie totale des terres lui sont consacrés. C'est pourtant un problème. Bien sûr, les tornades qui traversent les champs de maïs, ou même la vache volante occasionnelle, font la une des journaux, mais la menace la plus importante se trouve sous terre. L'aquifère Ogallala, qui alimente tout cela, est en train de s'épuiser. Les roches de l'aquifère Ogallala se sont formées il y a 10 à 12 millions d'années. L'eau n'est pas très ancienne, mais elle est bien plus vieille que toi, moi, ou la civilisation humaine. C'est de l'eau fossile, laissée car nous sommes encore, techniquement, dans l'ère glaciaire du Quaternaire ou du Pléistocène. Nous vivons simplement une période interglaciaire plus chaude. Aujourd'hui, les glaciers sont au nord, au-dessus du cercle arctique,
Mais il y a 20 000 ans, la calotte glaciaire laurentidienne atteignait les Dakota. La glace, aussi haute que des montagnes, a fondu et laissé quelque chose d'utile. Toute cette eau sous les grandes plaines, essentielle à notre alimentation. La calotte glaciaire laurentidienne n'était pas la seule. Ce cycle de périodes glaciaires et interglaciaires s'est répété pendant près de 2,6 millions d'années. Des cycles glaciaires millénaires ont laissé 3 billions de gallons d'eau sur 174 000 miles carrés. Pour mettre cela en perspective, l'Ogallala contient assez d'eau pour recouvrir tout l'état du Texas d'un pied d'eau. Certains l'appellent même un océan souterrain. Il fournit 30% de l'eau souterraine utilisée pour l'irrigation aux États-Unis et produit chaque année pour au moins 35 milliards de dollars de récolte. Mais ce n'est pas d'où vous êtes parti qui compte, c'est où vous allez, et la nappe phréatique va dans la mauvaise direction. Rapidement. Sortez cette carte des précipitations à travers les États-Unis. Comparez-la avec la carte National Oceanic and Atmospheric Administration des taux d'épuisement de la nappe phréatique d'Ogallala. C'est une bonne correspondance, non? Dans l'ouest du Kansas et le nord du Texas, la nappe phréatique a chuté de plus de 150 pieds, soit 46 mètres, depuis le début de l'agriculture intensive. Mais les gens ici n'ont pas vraiment le choix. Les précipitations sont insuffisantes. Le Kansas et le nord du Texas, n'ayant pas été sous les calottes glaciaires, ont moins d'eau souterraine, d'où un épuisement plus rapide. C'est un problème courant. Les premiers agriculteurs croyaient la nappe phréatique inépuisable, mais ce n'est pas le cas. Elle se recharge via la pluie et le ruissellement, mais très lentement. Moins de 0,04 pouces, 1 mm, par an dans certaines régions du Texas, et au mieux 6 pouces, 15 cm, dans le centre-sud du Kansas. Les scientifiques disent qu'il faudra au moins 6000 ans pour que les processus naturels reconstituent l'eau qui a été perdue en moins de 150 ans. C'est un millénaire de plus que l'écart qui nous sépare des premiers pharaons de l'Égypte antique. Sauf découverte de la fontaine de Jouvence, les habitants des Grandes Plaines n'ont pas beaucoup de temps. Près de 30% des puits de la nappe phréatique sont déjà à sec, et dans 50 ans, il ne restera qu'environ 30% de l'eau. C'est une cruelle ironie. L'agriculture a permis la vie dans les plaines, mais l'industrie qui a attiré les gens menace maintenant de la faire disparaître. Bien sûr, l'oncle Sam joue aussi son rôle. Le gouvernement finance des pratiques qui épuisent la nappe phréatique. Quand on donne de l'argent gratuit pour agir, les gens ne s'arrêtent pas, ils s'investissent davantage. Les agriculteurs visent de meilleurs rendements, les marchés sont saturés, et la nappe phréatique davantage sollicitée. Ne vous y trompez pas. Les habitants voient peu d'avantages à la hausse de production permise par ces subventions. Des chercheurs ont analysé les données de 234 comtés des Grandes Plaines de 1009, 180 à 2010 et ont constaté que de meilleurs rendements agricoles n'amélioraient pas la qualité de vie. Pour les petites et moyennes exploitations, les revenus n'ont pas augmenté non plus. La santé des gens ne s'est pas améliorée, les écoles ne se sont pas améliorées, l'eau disparaît, mais les bénéfices qu'on a sont difficiles à trouver. Et certaines régions des Grandes Plaines commencent déjà à voir l'avenir. Il y a eu une grave sécheresse au Kansas en 2022, donc il a fallu puiser dans les puits. Certains d'entre eux ont baissé de 3 mètres rien que cette année-là. La nappe phréatique d'Ogallala, unique source d'eau fiable pour de nombreuses communautés rurales, menace d'accélérer l'exode des Grandes Plaines en déclinant. Prenez Guymon, dans l'Oklahoma, avec une population de 13 000 habitants. C'est la plus grande ville de la Panhandle. Elle fonctionne avec 18 puits forés dans la nappe phréatique d'Ogallala, mais cela ne suffit plus. Début 2024, Washington avait déjà investi plus de 67 millions de dollars en subventions fédérales dans des projets d'infrastructure et de main-d'œuvre. Utile peut-être, mais en réalité cela ne fait que repousser le problème sur une route très sèche. Le plus grand employeur de la ville est un abattoir qui traite 20 000 porcs par jour, assez de cochons pour remplir chaque siège du Madison Square Garden. L'abattoir reste le principal consommateur d'eau de la ville, malgré ses efforts de réduction. Avec de telles perspectives, il n'est peut-être pas surprenant que beaucoup de gens cherchent, littéralement, des pâturages plus verts. Ce n'est pas nouveau. Il y a plus de 200 ans, les Grandes Plaines sont passées de frontières arides à puissance agricole, alors que l'humanité vivait son plus grand bouleversement depuis l'agriculture.
On peut parler de timing parfait. La même technologie industrielle qui a fait fleurir les plaines rendait aussi l'agriculture traditionnelle obsolète. En 1860, 53% de la main-d'œuvre américaine était agricole. Ce chiffre a ensuite rapidement chuté, restant à 21% en 1930 lors du début du Dust Bowl sur les Grandes Plaines. Cette catastrophe n'était pas due à l'épuisement des eaux souterraines, mais à la surproduction. Grâce aux nouvelles charrues mécanisées et à d'autres équipements, les agriculteurs ont pu ouvrir 5 millions d'acres de nouvelles terres entre 1925 et 1930. Récolte record en 1931. Dès lors, l'histoire n'était plus que poussière. La surproduction a inondé le marché et les prix du blé se sont effondrés. C'était aussi la Grande Dépression, donc même à bas prix, les gens n'en achetèrent pas beaucoup. Tout ce que les agriculteurs en ont retiré, c'est une couche arable gravement appauvrie et des poches vides. En 1932, alors qu'il pleuvait encore moins que d'habitude, la terre subissait la sécheresse. Les tempêtes de poussière ont poussé au moins 2,5 millions de personnes à quitter le Nebraska, le Kansas, l'Oklahoma, le nord du Texas, l'est du Colorado et le Nouveau-Mexique. L'Oklahoma a perdu 440 000 personnes, des réfugiés fuyant la nature et les pratiques agricoles qui avaient été fait des plaines un piège créé par eux-mêmes. Ces personnes pouvaient fuir parce qu'elles n'avaient plus besoin de travailler à la ferme. D'autres industries offraient déjà des emplois grâce à la révolution industrielle. Heureusement, le Dust Bowl a pris fin, mais la population agricole ne s'est jamais rétablie. En 2023, seulement 1,57% de la population américaine travaillait dans les secteurs de l'agriculture, de la sylviculture et de la pêche. 19,34% travaillaient dans le secteur industriel et 79,09% travaillèrent dans le secteur des services. Cela ne risque pas de changer de sitôt. À la fin des années 2080, des comtés se transformaient déjà en plaine grise. Consultez une carte récente. Dans le Nebraska et les Dakota, de nombreux comtés affichent un âge médian élevé. Ici, ce n'est pas que la nappe phréatique qui s'assèche, la démographie aussi. Alors, où vont les plus jeunes ? La réponse, c'est qu'ils vont dans des endroits avec de plus grandes zones métropolitaines. Regardez simplement la Floride sur la carte. L'État est un lieu de retraite populaire, mais le sud de la Floride, notamment Miami, compte une population bien plus jeune que le reste de l'État. C'est la même chose dans la région de Jacksonville, dans le nord de la Floride. En gros, les gens font simplement ce qu'ils ont toujours fait, quitter la campagne pour la ville dès qu'ils le peuvent. Grâce à la technologie industrielle moderne, beaucoup plus de personnes le peuvent. En 1960, 30% des Américains vivaient encore en zone rurale. Il a fallu 28 ans, jusqu'en 1988, pour que cette part ne baisse que de 5%. Les choses s'accélèrent. La baisse suivante de 5% a eu lieu en 17 ans, jusqu'en 2005. En 2023, seulement 16,7% de la population vivait dans les zones rurales. Même la pandémie n'a pas freiné cette tendance. Mauvaise nouvelle pour les Grandes Plaines. Avec une telle incertitude sur l'eau, la région ne peut soutenir de grandes villes. La plupart des gens souhaitent vivre dans les grandes villes. Il y a une autre carte qui le prouve. Regardez où se trouvent toutes les grandes équipes sportives américaines. Vous remarquez quelque chose ? Il n'y a aucune équipe dans le Nebraska ou les Dakota. Kansas City, Kansas peut se vanter du Sporting Kansas City en Major League Soccer et Oklahoma City a le Thunder en NBA. Mais au nord du Texas, le centre des États-Unis est essentiellement une zone morte pour le sport. Aucun match de Major League Baseball n'a eu lieu dans l'Iowa avant 2021. La ligue n'y est pas retournée depuis 2022. Kansas City, Missouri et non Kansas a un risque de tornade plus élevé. Mais au moins, les habitants ont les Royals et les Chiefs, qui ont remporté 3 Super Bowls en 5 ans. Il ne s'agit pas seulement du manque d'équipes sportives. Les équipes vont là où sont les gens. Leur absence ne fait que refléter le manque d'autres opportunités. Allez loin vers l'est de New York, et vous aurez quelque chose avec quoi comparer la région. New York est en tête du pays pour l'émigration, perdant 326 000 personnes en 4 ans. Mais contrairement aux Grandes Plaines, elle a une arme secrète, la ville de New York. Quels que soient au moins les chiffres, la ville restera toujours un aimant pour les gens. Pour commencer, New York est l'un des centres du système financier mondial. Ce n'est pas dû au hasard ni à une politique habile, mais au fait que la ville dispose de l'un des meilleurs ports naturels du monde. Aujourd'hui, c'est le 3e port à conteneurs des États-Unis,
et le plus actif pour l'importation de pétrole. Les navires peuvent alors rejoindre l'Atlantique ou remonter l'État par l'Hudson. Des milliers d'emplois de la région métropolitaine sont liés au port, qui continue de servir de haut lieu de la pêche malgré des siècles de pollution. Grâce à des réglementations plus strictes depuis les années 1970, les eaux se sont rétablies. En 2021, la pêche récréative générait à elle seule 250 millions de dollars, un excellent retour pour une eau jadis vendue comme extra épaisse. Malgré une perte nette de financiers entre 1990 et 2010, l'économie de New York n'en a pas souffert. D'après la Réserve fédérale, New York compte près du nombre record de travailleurs de la finance atteint, en 1990 avec environ 514 000 en juin 2025, soit seulement 11 000 de moins. L'emplacement privilégié a stimulé l'activité économique, ce qui a entraîné un boom démographique. Ce boom a aussi attiré des industries comme les théâtres et équipes sportives, donnant à New York sa forte empreinte culturelle. Tout cela est rendu possible par son climat subtropical, qui apporte en moyenne 119 températures de précipitations annuelles entre pluie et fonte des neiges. C'est presque pareil pour Los Angeles. Elle ne reçoit pas autant de précipitations, avec environ 16 pouces, soit 40 cm par an, plus sec que certaines grandes plaines. Mais après avoir résolu le problème de l'eau, en détournant la rivière Owens via un aqueduc en 1913, la croissance de l'endroit était quasiment assurée. Los Angeles, sur le Pacifique, possède un port naturel qui est aujourd'hui le plus actif des États-Unis et de l'hémisphère occidental. L'emplacement et l'économie ont eu les mêmes effets que ceux dont New York avait déjà profité. Los Angeles était devenu le centre du cinéma, entraînant son influence culturelle. New York a même perdu les Dodgers au profit de Los Angeles dans les années 1950, ainsi que les Giants partis à San Francisco, une autre grande ville portuaire. San Francisco, perché sur sa baie, n'a pas attiré Hollywood, mais est devenue la capitale mondiale de la technologie. Ces villes ont accumulé tellement de capital culturel et social que même des chocs sévères ne peuvent pas facilement les ébranler. Démêler ces réseaux causerait plus de problèmes que d'avantages. C'est pourquoi elles ont survécu à la pandémie de Covid, à l'explosion des coûts du logement, aux vagues de criminalité et à des politiques économiques discutables. Les gens s'y installent, car c'est là que sont les opportunités, et qu'il y a vraiment à faire. Mais vous ne trouverez pas cette vitalité au centre du pays. La côte est loin d'ici, donc il n'y a pas de port avec de bons emplois pour soutenir d'autres activités. Cela ne laisse que deux options pour transporter les marchandises. Les acheminer par avion coûteux, ou par de longs trajets ferroviaires ou routiers. Avec un emplacement moins qu'idéal, il n'y aura pas autant de pôles économiques à activer. Les gouvernements des États peuvent donc favoriser les entreprises, mais sans politiques adaptées dans leur combinant à la géographie, ce sont de simples vœux pieux. Le Texas et la Floride possèdent l'un des côtes qui soutiennent Houston et Miami. Les Dakota, le Nebraska et le Kansas proposent des allègements fiscaux, mais pas de port maritime. Mais le profil empire. Les opportunités dans la seule industrie qui rend la vie possible au centre des États-Unis sont en train de disparaître, au sens propre comme au figuré. L'intelligence artificielle fait fureur en ce moment, mais il y a bien plus que ChatGPT qui menace les emplois de col blanc. On oublie souvent que l'automatisation a d'abord affecté les emplois ouvriers, secteur toujours très exposé à cette évolution. Pensez au lait dans vos céréales ou au fromage dans votre sandwich. Vous savez qu'il vient d'une vache. Mais pensez-vous vraiment à la façon dont Eldor a été traité ? Il est probable que ce ne soit pas manuel. Aujourd'hui, des bras robotiques et des capteurs appelés systèmes de traite automatisés font le travail. Les capteurs localisent le pis, fixent les gobelets et gèrent tout sans présence d'agriculteurs. Au Wisconsin et au Minnesota, les agriculteurs adoptent cette technologie. Une étude a montré qu'ils ont gagné 6 heures et trait 80 vaches de plus, obtenant 10 fois plus de lait. Ne vous inquiétez pas pour les animaux. Les agriculteurs affirment que cette efficacité assure le confort de leurs vaches. Le progrès suit son rythme. L'élevage n'est pas la seule branche agricole transformée par les robots, qui sont aussi écologiques. Un système de pompage automatisé fonctionne à l'énergie solaire. Son rôle est de saturer les racines des cultures, mais voici ce qui est vraiment intéressant pour le centre des États-Unis. C'est beaucoup plus efficace en termes d'eau, et cela permet d'économiser des milliers de litres d'eau. Autre phénomène présent dans de nombreux champs de maïs du centre des États-Unis.
Retirer les panicules de maïs est l'une des tâches les plus pénibles de l'agriculture, mais c'est indispensable pour éviter une pollinisation indésirable. Voici le tracteur Power Pollen, une machine qui collecte automatiquement le pollen des plants mâles. En bref, il fait le travail agricole qu'aucun adolescent n'a jamais voulu faire. FarmBlocks est aussi un logiciel de gestion intelligence artificielle, connectant les capteurs de terrain à une application tableau de bord intelligent. Il signale les problèmes avant qu'ils ne surviennent, ce qui fait gagner du temps et évite aux agriculteurs de devoir deviner. D'autres programmes surveillent la santé du bétail, détectant les maladies chez les vaches avant qu'elles ne se propagent. Avec des drones désormais abordables et omniprésents, il ne s'agit plus que de temps avant que d'autres métiers, comme l'épandage des cultures, soient entièrement automatisés. Très bientôt, la seule chose qu'il restera à faire pour l'agriculteur sera de se souvenir du mot de passe Wi-Fi. Voici quelques raisons pour lesquelles un tiers des emplois agricoles pourraient disparaître d'ici 8 ans. C'est ce qu'a déclaré le Conference Board du Canada dans un rapport publié à l'été 2024. Ce groupe de réflexion surveille l'innovation et la transformation numérique, et bien qu'il soit au nord de la frontière, il influencera aussi fortement le centre des États-Unis. La montée des robots agricoles illustre le dilemme de la poule et de l'œuf. Ce ne sont pas seulement des agriculteurs avides qui cherchent à réduire les coûts, c'est que la main-d'œuvre ici disparaît. Les adolescents américains, qui autrefois épointèrent le maïs l'été, font désormais des stages à New York et Los Angeles. Le travail est revenu aux ouvriers de migrants, qui enchaînent des journées de 20 heures. Mais même cela reste précaire, pris dans le feu croisé de la politique migratoire. Les robots apportent la certitude. Ils ne craignent ni la chaleur, ni les heures supplémentaires, mais appauvrissent les communautés. Chaque robot dans les champs, c'est une famille de moins en ville, un compromis que les grandes plaines ne pourront pas tenir indéfiniment. Mais il y a peut-être une raison d'espérer. Une chose que le centre des États-Unis possède en abondance, c'est la terre. Et il faudra de la terre pour les centres de données dont l'intelligence artificielle dépend. Il faut généralement au moins 200 acres, soit 81 hectares, pour construire un centre de données complet. Mais il n'y a pas que les centres de données. Chacun peut nécessiter au moins 200 MW d'électricité. Cela implique aussi davantage de centrales électriques. Le Dakota du Sud est déjà un leader des énergies renouvelables. En 2022, 55% de son réseau utilisait l'énergie éolienne, un modèle pour le centre des États-Unis. Les prairies ouvertes qui causent des tornades fournissent aussi des vents forts, dangereux en tempête, mais idéaux pour les éoliennes. Avec autant de terre, l'espace ne manque pas pour installer de nouveaux réacteurs nucléaires pour alimenter les centres de données du futur. Alors, l'industrie des centres de données en pleine explosion est-elle la solution pour sortir de ce cycle ? Le centre des États-Unis pourrait-il être au cœur de l'essor de l'intelligence artificielle ? Non. Parce qu'il y a autre chose dont un centre de données a besoin. Beaucoup d'eau. Un centre de données d'intelligence artificielle typique engloutit entre 2,9 et 5 millions de gallons d'eau chaque jour. C'est à peu près autant qu'une ville comptant entre 30 000 et 50 000 habitants. L'eau maintient les serveurs en vie en produisant de l'énergie et en refroidissant les équipements pour éviter la surchauffe. Sans elle, les machines surchaufferaient vite. Imaginez un ordinateur portable géant, laissé allumer en plein soleil, mais avec des milliards de dollars en jeu. Mais l'eau est une ressource précieuse dans cette région. Même des régions plus humides comme la Virginie peinent à répondre à la demande. Vous avez constaté la difficulté à trouver de l'eau pour une ville de 13 000 habitants dans le Panhandle de l'Oklahoma. L'utilisation de l'eau de l'Ogallala pour les centres de données d'intelligence artificielle risque de mal passer politiquement. Il n'y a pas moyen d'y échapper. Le centre des États-Unis n'est pas vide par hasard, et aucune industrie ou évolution politique ne le changera probablement. Il a simplement hérité d'une mauvaise donne géographique. Il n'y avait presque personne ici avant le 19e siècle, et ce n'est pas un hasard. Bientôt, cela pourrait littéralement devenir une terre de robots, cultivant les champs sous la surveillance de quelques superviseurs humains. Tous les autres seront entassés sur les côtes animées et dans leurs banlieues, car c'est là que se trouveront toujours les gens et les emplois. Les plaines auront du blé et du bœuf en abondance, mais pas beaucoup de voisins avec qui les partager. Merci de m'avoir rejoint aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et si vous voulez en voir d'autres comme celle-ci, pensez à vous abonner et à activer les notifications. Ça fait vraiment une différence. Merci encore, et je vous retrouve la prochaine fois sur MatPack.